Nicolas Rafale. Radio J. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio J dans l'émission Réfois. On s'occupe de tout avec le docteur Serge Rafale. Bonsoir Serge. Bonsoir à toutes et à tous. Malgré des progrès considérables et continus, les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité dans le monde. La seconde en France, à touche-touche avec le cancer, avec 140 000 décès par an, soit autour de 400 par jour. Elle constitue par conséquent un sujet majeur de préoccupation et d'inquiétude pour les pouvoirs publics, le corps médical et la population française. Alors pour faire le point et tenter, espérons-le, de nous rassurer, nous avons le plaisir d'accueillir un fidèle de notre émission, le professeur Jacques Blachère. Bonsoir professeur Blachère, chef de service de l'unité HTA du centre de diagnostic et de thérapeutique de l'Hôtel-Dieu de Paris. Professeur Blachère, docteur Serge Rafale, c'est parti pour l'entretien. Radio J. Réfois, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Professeur Jacques Blachet, bonsoir. Merci une fois encore de venir informer nos auditeurs, commenter les actualités cardiologiques. Je suis heureux, nous sommes heureux de vous accueillir. Nous avions dialogué ensemble via Skype pour la dernière fois au début du Covid, où les PIMS des enfants, les chocs cardiogéniques et les patients qui ne venaient plus en consultation constituaient une préoccupation majeure. Je peux vous demander où on en est ? C'est loin à présent, mais... Alors effectivement, ça fait plusieurs années derrière nous, mais il y a des chercheurs à Santé publique France qui se sont intéressés à l'initiation des traitements antihypertenseurs. Bien entendu, pendant la Covid, il y a eu moins de mesures de pression artérielle, donc moins de diagnostic d'hypertension artérielle, donc moins d'initiation de traitements antihypertenseurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont montré que ce déficit de diagnostic et donc d'initiation de traitement était différent en fonction, comme d'habitude, de la classe socio-économique. Donc les pauvres paient un tribut plus lourd à l'absence des traitements de prévention, à l'initiation des traitements antihypertenseurs, mais était aussi différent entre les femmes et les hommes. Il y a eu moins d'initiation de traitement chez les femmes que chez les hommes. Et puis, on a essayé de voir s'il y avait finalement un rattrapage, parce qu'on se dit que les diagnostics qui n'ont pas été faits en 2021, par exemple... On avait peur pour la cardiologie, on a eu peur pour la cancérologie. Oui. Eh bien, ils auraient dû être faits plus tardivement. Et donc, est-ce qu'il y a eu un rattrapage de l'initiation des traitements pour la tension en 2021, en 2022 ? La réponse est négative. Pas de rattrapage. Et là, encore une fois... s'il y a eu une amorce de rattrapage chez les hommes, il n'y a pas eu de rattrapage du tout chez les femmes. Et donc on a l'impression que, pareil, pour les traitements de prévention, les femmes vont payer un plus lourd tribut que les hommes. Et puis je voudrais aussi rebondir sur l'introduction de Nicolas. Vous avez expliqué que les maladies cardiovasculaires, par leur ampleur, par le nombre de décès, était quelque chose qui, bien entendu, était au cœur des préoccupations de nos pouvoirs publics. Moi je trouve que ce n'est pas suffisamment au cœur de leurs préoccupations, qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de politiques volontaristes en matière, par exemple, d'arrêt du tabac, en matière, par exemple, d'alimentation bonne pour la santé, en matière, par exemple, de promotion de l'activité physique. Donc, j'appelle de mes vœux que vous soyez entendu, Nicolas. Premier message, professeur Blachet. Alors, nous allons bien évidemment venir à votre spécialité. J'ai choisi 4 thèmes. On va commencer, si vous le voulez bien, par les facteurs de risque. Combien de personnes, d'abord, sont concernées par les problèmes cardiovasculaires en France ? Alors ça dépend si on parle des maladies aiguës ou si on parle des situations. Par exemple, on sait qu'en 2022, il y a eu probablement quelque chose comme 70 000 infarctus. Alors on ne parle plus vraiment d'infarctus, maintenant on dit syndrome coronaire aigu, mais globalement c'est pareil. Donc il y a eu 70 000 infarctus, il y a eu à peu près 150 000 attaques cérébrales, donc 150 000 accidents vasculaires cérébraux. Néanmoins, fort heureusement, la majorité de ces patients qui ont fait un infarctus en 2022
la majorité de ces patients qui ont fait un accident vasculaire cérébral en 2022 vont dépasser le 31 décembre, ils vont continuer à vivre, et souvent ils vont vivre plusieurs années, et pour certains plusieurs décennies. Et donc il y a un collectif de patients qui ont eu une maladie cardiaque, qui ont eu un accident vasculaire cérébral, qui vont rester vivants. Et aujourd'hui, eh bien, lorsqu'on regarde ces patients-là, qu'on arrive à repérer via vous savez, la prise en charge de longues maladies, eh bien, on se rend compte qu'on est à plusieurs millions de Français qui vivent avec une maladie cardiaque chronique. Ça, c'est pour les maladies avérées. Pour les facteurs de risque, ça dépasse les compteurs. On va parler tout à l'heure de l'hypertension, mais l'hypertension, c'est 17 millions de personnes en France. Alors, on est dans les facteurs de risque. Certains de ces facteurs ne sont pas modifiables, d'autres, par contre, le sont, et on essaye d'agir dessus. Pas suffisamment, d'après votre mot introductif. Alors oui, bien sûr, il y a les 4 grands facteurs de risque modifiables que sont la tension, le diabète, le cholestérol et le tabac. Voilà les 4 grands qui vont expliquer une part importante de la survenue de toutes les maladies cardiovasculaires. Vous ne mettez pas la sédentarité ? Alors non, parce que là on parle des facteurs de risque majeurs. Et je pense que à côté de ces facteurs de risque majeurs modifiables, il y a des facteurs de risque associés modifiables. Dans les facteurs de risque associés modifiables, il y a par exemple, vous l'avez dit, la sédentarité. Il y a aussi l'alimentation qu'on va appeler non méditerranéenne ou occidentale à l'américaine. Voilà, on va dire du mal. Voilà, ça c'est 2 grands facteurs de risque modifiables, mais qui sont des facteurs de risque associés. Il y a d'autres facteurs de risque modifiables qui sont aussi associés. Par exemple, la dépression, on sait que c'est un facteur de risque. Le stress, on sait que c'est un facteur de risque. Après, on ne peut pas mettre ces facteurs de risque modifiables au niveau des 4 grands dont on a parlé. Alors, quand on parle de facteurs de risque, professeur Blacher, on évoque immédiatement le cholestérol et les statines. Et c'est un sujet qui alimente encore et toujours le débat. Médicaments, certes, indispensables en prévention secondaire, mais qui restent discutés par certains en prévention primaire. Peut-être pour nos auditeurs, vous pouvez nous expliquer ces notions. Alors, la notion de prévention primaire ou secondaire, c'est un concept un peu, un peu artificiel. C'est-à-dire que on a une kyrielle de facteurs de risque qui vont chacun augmenter le risque de faire une maladie. Par exemple, si je suis fumeur et diabétique et hypertendu, eh bien, je vais avoir plus de risque de faire un infarctus que si je suis fumeur et hypertendu sans être diabétique, ou que si je suis hypertendu et diabétique sans être fumeur. Et les facteurs de risque, c'est dans leur association qu'ils portent tout leur aspect négatif et leur aspect délétère. Et donc, le cheminement, c'est le fait d'avoir des facteurs de risque, de faire un jour un événement cardiovasculaire, malheureusement, qu'on essaye de retarder. Et puis ensuite, on passe dans le cap de la prévention secondaire, c'est-à-dire, on a fait un infarctus, ou on a fait un accident vasculaire cérébral, eh bien, on a toujours des facteurs de risque et il faut continuer à les prendre en charge, mais probablement un peu différemment. C'est-à-dire avec des objectifs thérapeutiques qui sont un peu différents ou des moyens d'action thérapeutique qui peuvent être un peu différents. Alors, pourquoi est-ce que le cholestérol et les statines, donc les médicaments principaux qui baissent le cholestérol, devraient avoir un impact différent en prévention primaire et en prévention secondaire? Un petit peu comme si je ne mérite la statine que si j'ai déjà fait un infarctus. Ou un petit peu comme si je disais à mon patient, « T'as du cholestérol, mais j'attends que tu fasses un infarctus pour traiter ton cholestérol. » On comprend aisément que ce concept est illogique. Et aujourd'hui, c'est vrai que les premières études
qui ont montré l'efficacité, le bénéfice pour les patients avec un niveau de preuve élevé de baisser le cholestérol par une statine, eh bien, ces premières études ont été faites chez des patients qui avaient déjà fait un infarctus ou un AVC. Mais ensuite, il y a eu des dizaines, des centaines d'études qui ont montré exactement le même bénéfice, de la même ampleur chez les patients en prévention primaire, sous réserve qu'ils soient à risque de faire un événement. Et encore une fois, ils étaient à risque substantiel de faire un événement s'ils avaient plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire. Donc j'ai envie de dire que ce concept statine prévention secondaire d'accord, statine prévention primaire pas d'accord, est un concept qui est daté, qui n'est pas scientifiquement valide et qui a été infirmé par des études d'intervention. Donc il faut nous retirer ça de la tête. Les statines, c'est un médicament qui est efficace pour éviter les complications de trop de cholestérol, à la fois chez les patients qui n'ont pas encore fait d'infarctus et chez les patients qui ont déjà fait un infarctus. Vous nous expliquez donc cet artifice entre la prévention primaire et la prévention secondaire. Je voudrais que vous nous donniez votre point de vue sur le cholestérol. Alors on parle d'un bon, on parle d'un mauvais cholestérol. Ça reste ça valable ? Alors c'est valable dans la majorité des cas. Et c'est vrai que lorsqu'on dose tout le cholestérol qui circule, eh bien on peut assez vite différencier les molécules de faible densité et les molécules de haute densité. Les molécules de faible densité sont les molécules les plus hétérogènes, c'est-à-dire celles qui vont rentrer à l'intérieur de la paroi de l'artère, qui vont générer de l'athérosclérose, qui va pouvoir un jour se compliquer par rupture de plaque en événement aigu, en thrombose artérielle. Et puis il y a les molécules de haute densité, qui sont plutôt, pour être schématique, des molécules qui vont aller reprendre le cholestérol qui s'est déposé dans la paroi des artères, tant qu'il est encore mobilisable, pour le ramener dans le cycle du foie. Et donc la plupart des molécules de faible densité sont hétérogènes, la plupart des molécules de haute densité sont protectrices. Mais ce n'est pas vrai dans 100% des cas. Il y a des patients qui ont un niveau très élevé de molécules de faible densité, qu'on appelle LDL cholestérol, low density lipoprotéine, et qui n'ont pas du tout de potentiel hétérogène. Et puis il y a des patients... Les antécédents familiaux sont importants dans ces cas-là ? Bien sûr, ces antécédents familiaux sont très importants dans la décision de traiter. Et puis il y a des patients qui ont des niveaux très élevés de molécules de haute densité, mais pourtant, ils ne sont pas protégés par ces niveaux très élevés de molécules de haute densité. Donc, dans la majorité des cas, oui, LDL hétérogène, HDL protecteur, mais c'est pas vrai dans 100% des cas, et on a besoin d'avoir une évaluation plus raffinée, plus précise du niveau hétérogène pour chacun de nos patients. Pour les statines, professeur Blacher, j'ai lu récemment qu'on s'interrogeait. Il y a eu une étude qui se demandait l'intérêt des statines à partir d'un certain âge, je dirais 75 ans. Je crois qu'il y a de grandes études qui sont lancées parce qu'on n'a pas de certitude. Alors effectivement, c'est vrai qu'il y a eu très très peu d'études qui ont expérimenté l'effet des statines après 75 ans. Et l'assurance maladie a publié il y a 2 ans maintenant une très jolie étude où ils se sont posé la question de l'intérêt des statines après 75 ans. Et donc ils sont partis de l'hypothèse que beaucoup de médecins, notamment de médecins généralistes, chez les patients qui étaient en prévention primaire, qui n'ont jamais fait de complications de leur cholestérol, mais qui avaient quand même un traitement hypocholestérolémien, eh bien ils sont partis du concept que beaucoup de médecins généralistes allaient arrêter les traitements à 75 ans, ne sachant plus si ce traitement était bénéfique ou pas, et en sachant qu'à 75 ans, assez souvent, on a beaucoup de maladies chroniques et on prend beaucoup de médicaments. Donc, est-ce qu'il faut poursuivre tous les médicaments de prévention à 75 ans ? Et donc, ils ont regardé le collectif des patients chez qui les médecins généralistes arrêtaient les statines à 75 ans et ils les ont suivis pendant les années d'après pour voir si ces patients allaient faire plus d'infarctus ou d'AVC que les patients chez qui on poursuivait la statine après 75 ans. Donc ils avaient 2 groupes comparables. Et donc ils étaient partis de l'hypothèse qu'il n'y aurait pas plus d'événements après 75 ans à l'arrêt des statines et qu'ils pourraient recommander aux médecins d'arrêter la statine après 75 ans. Ils ont été extrêmement surpris de voir que quand on arrêtait une statine après 75 ans, il y avait une augmentation de 20% du risque d'être hospitalisé pour un infarctus ou un AVC. Donc,
Pour le moment, prudence. Pour le moment, on n'arrête pas le traitement par statine, sauf si on y est obligé. Par exemple, parce qu'il y a un effet secondaire important. Principalement musculaire, les effets de statine. Oui, le plus souvent c'est musculaire. Ou alors si, par exemple, le patient a une maladie très grave, un cancer, et que son espérance de vie à court terme est obérée. Et à ce moment-là, oui, effectivement, il n'y a pas lieu de donner des traitements de prévention chez les patients qui ne seront plus là l'année prochaine. Je voudrais, professeur Blacher, qu'on parle de l'exploration des maladies cardiovasculaires, exploration qui était longtemps classique, comme nous l'avons vécu nous, et on voit depuis quelques années apparaître l'imagerie en première intention. Alors effectivement, lorsqu'on était jeunes tous les deux, Nicolas nous regarde et sourit. Pour dépister une maladie cardiaque, assez souvent, on faisait des épreuves d'effort. Et donc, on mettait des patients sur des bicyclettes. Et puis, on voyait si le cœur se comportait correctement à l'effort, en termes de fréquence, mais aussi en termes d'activité électrique. Et puis de temps en temps... Et même l'épreuve d'effort, professeur Blacher, je vous rappelle, avait longtemps mauvaise réputation. Alors oui, elle avait mauvaise réputation parce qu'il y a eu certains patients qui sont morts, qui sont morts sur la bicyclette d'épreuve d'effort. Et donc il y a eu d'ailleurs des législations qui ont imposé aux cardiologues de faire des épreuves d'effort dans des environnements sécurisés sur le plan cardiovasculaire et réanimatoire. Et donc ces épreuves d'effort, on savait depuis qu'on en faisait que c'était des mauvais examens. Ça veut dire quoi un mauvais examen ? C'est un examen qui laisse passer les malades. Donc il y avait des malades qui avaient des cœurs très malades qui pourtant avaient une épreuve d'effort qui était normale. Et puis il y avait beaucoup de patients qui avaient une épreuve d'effort qui était anormale. Et puis on leur faisait un examen plus poussé comme par exemple la coronarographie et tout était normal. Donc on savait qu'il y avait des faux positifs, des faux négatifs, bref que c'était un mauvais examen. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que on a sensibilisé pendant plusieurs années les épreuves d'effort avec, par exemple, de la scintigraphie cardiaque. Donc on faisait une scintigraphie cardiaque couplée à l'épreuve d'effort, qui reste un examen de très très bonne performance, ou alors d'échographie couplée à l'épreuve d'effort. Et avec cette sensibilisation, cet examen devenait plus performant dans son caractère discriminant. Qui est malade, qui est en bonne santé. Mais les patients, maintenant, viennent nous demander un scanner coronaire ou un calciscore. Alors, maintenant, effectivement, la grande mode, depuis quelques années, c'est de reléguer aux oubliettes l'épreuve d'effort en matière de diagnostic de la maladie coronaire, de la maladie cardiaque, et de faire ce diagnostic avec un score calcique, c'est-à-dire qu'on passe dans un tube de scanner, c'est très rapide, et on peut très facilement quantifier le calcium qu'il y a à l'intérieur de la paroi des artères coronaires, c'est-à-dire les artères nourricières du cœur. Les trois principales, l'artère coronaire gauche avec ses deux sous-variétés, l'interventriculaire antérieure, la circonflexe, et l'artère coronaire droite. Et plus il y a de calcium au sein plus il y a un risque d'obstruction, c'est ça, de l'artère coronaire, et plus le risque de faire un événement cardiaque ou même de mourir du cœur dans les années qui suivent est important. Et il y a eu de très très belles études portant sur des milliers de patients qui ont montré que donne-moi ton score calcique et je prédirai la survenue d'un infarctus chez toi. Donc c'est un très bon examen de prédiction, de dépistage. Chez quelqu'un qui n'a pas fait d'accident. Chez quelqu'un qui n'a pas fait d'accident, tout à fait. Donc en prévention primaire. Et puis on peut même sensibiliser cet examen, le score calcique, par une injection d'un produit de contraste qui va mouler l'intérieur des artères coronaires, qu'on va reconstruire en reconstruction scanographique tridimensionnelle, ça devient un peu technique, mais on va avoir des images d'une qualité incroyable. On va quasiment voir l'intérieur de l'artère avec ces images. Ça pourrait devenir des examens de première intention, professeur Blacher ? Alors, aujourd'hui, ce sont des examens de première intention chez les patients qui se présentent aux urgences avec une douleur thoracique. C'est vrai que si on n'a pas d'argument ni électrique, ni enzymatique que le patient est en train de faire un infarctus, et si on pense que le diagnostic pourrait être un autre diagnostic, par exemple une douleur d'origine pulmonaire, une douleur d'origine digestive, œsophagienne, une douleur intercostale, eh bien le fait d'avoir un coroscanner, un score calcique strictement normal, élimine l'arrière-pensée coronaire cardiaque avec une très très bonne probabilité. Donc aujourd'hui, oui, c'est un examen de première intention dans ce cadre-là. Après, est-ce qu'aujourd'hui, il faut dépister
la population entière avec ce type d'examen, on n'a pas encore suffisamment de données scientifiques pour répondre à cette question, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de structures hospitalières ou libérales qui décident de réaliser cet examen à type de prévention, et ça donne vraiment beaucoup d'informations par rapport aux patients. Par exemple, vous parliez du cholestérol. J'ai un patient qui va avoir un mauvais cholestérol très élevé, par exemple 2 grammes de mauvais cholestérol. Il a un score calcique qui est nul. C'est-à-dire aucune athérosclérose au niveau des artères coronaires. Oui, le score calcique nul, c'est bien. Oui, voilà. Donc, un excellent score calcique nul. Et il va avoir aucune plaque d'athérosclérose sur les artères du cou, par exemple. Eh bien, moi, j'ai pas du tout envie de traiter son cholestérol s'il est déjà à 60 ans, par exemple. Je vais me dire, il a vécu pendant 60 ans avec ce niveau de cholestérol sans que ce cholestérol se dépose dans la paroi des artères. Donc, finalement, il doit avoir des facteurs de protection que je connais ou que je ne connais pas. Mais aujourd'hui, la situation fait que j'ai pas envie de le traiter. Donc, vous voyez, ça m'apporte dans la décision thérapeutique individuelle. Ce qui a été une révolution pour nous, qui sommes installés de longue date, c'est la prise en charge de l'infarctus du myocarde. Donc ça a été longtemps une urgence avec une mortalité qui était une mortalité très importante, et vous avez expliqué que maintenant le patient qui arrive à l'hôpital est exploré, et les stents sont une véritable révolution. Une véritable révolution, effectivement. Aujourd'hui, le traitement de l'infarctus, c'est plus que les médicaments, mais c'est les médicaments plus ce qu'on appelle la cardiologie interventionnelle. C'est-à-dire, je mets une sonde dans une artère périphérique, souvent c'est l'artère du poignet, l'artère radiale. Je monte cette sonde jusqu'à la sortie du cœur, là où naissent les artères coronaires, les artères nourricières du cœur. Et un infarctus, c'est une artère coronaire qui s'est bouchée. Et donc, je vais aller cathétériser cette artère qui s'est bouchée, qui a pu se reperfuser, et je vais mettre en son sein un petit ressort, un stent, pour éviter que l'artère ne se rebouche. Donc ça, plus les médicaments, ça a complètement révolutionné la prise en charge, mais aussi la morbidité, la mortalité de l'infarctus, sous réserve que ça soit fait rapidement. Et rapidement, ça veut dire que partout où on est sur le territoire, il faut qu'on puisse arriver dans une structure hospitalière où il y a un service de cardiologie interventionnelle qui, si possible, fonctionne 24/24, le plus vite possible. Chaque minute compte. Vous avez expliqué tout à l'heure l'importance d'une intervention très rapide pour l'AVC. On avait ici le professeur Amarenko et expliquait les 3 golden hours pour sa spécialité. En cardiologie, c'est la même chose. Exactement pareil. Toute minute compte, et plus vite je vais arriver à la salle de cardiologie interventionnelle après le début de ma douleur dans la poitrine, et meilleur sera mon pronostic parce que je vais avoir moins de cellules du cœur qui vont mourir de l'infarctus. Et je sais que 3 heures c'est mieux que 4 heures, que 4 heures c'est mieux que 6 heures, etc. etc. Le plus tôt est le mieux. Professeur Blacher, le temps passe très très vite, j'avais beaucoup de questions à vous poser, je ne me vois pas ne pas dire un mot sur l'hypertension artérielle, puisque vous êtes quand même le chef du service de diagnostic de l'hypertension à l'Hôtel-Dieu. Ça justifierait une émission entière à elle seule, l'hypertension artérielle. Quel progrès actuellement ? Ça me déprime, votre question. Ça me déprime parce qu'en fait, il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de progrès, il y a de plus en plus d'hypertendus. Oui, les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure sont très impressionnants. C'est terrible. Il y a une étude très très bien faite qui a été faite, là encore, par Santé publique France, 17 millions d'hypertendus en France. Si on essaye de les évaluer de la façon la plus précise possible. 17 millions d'hypertendus. Qui justifient tous d'un traitement ? D'un traitement, oui. Mais parfois, le traitement peut être non médicamenteux. Attention, il ne faut pas donner des médicaments à ces 17 millions. Mais il faut traiter pour baisser leur pression artérielle. De temps en temps, la perte de poids, le régime peu salé, l'activité physique, l'arrêt de l'alcool, c'est nécessaire et suffisant pour traiter l'hypertension artérielle. Donc 17 millions d'hypertendus, par rapport à mêmes études qui ont été faites il y a 10 ans, 15 ans en France, ça ne s'améliore pas. Donc là où dans certains pays les choses s'améliorent, par exemple au Canada, par exemple en Angleterre, on critique beaucoup le système de santé anglais, il y a moins d'hypertendus en Angleterre aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et surtout les hypertendus sont mieux traités
aujourd'hui qu'il y a 10 ans en Angleterre. Ils sont plus souvent contrôlés. En France, il n'y a eu aucune amélioration depuis 15 ans sur le traitement de l'hypertension artérielle. Sur le traitement, professeur Blacher, et puis sur l'observance, j'ai vu de nombreux papiers publiés qui expliquent que la moitié des hypertendus ne sont pas correctement traités, pas suffisamment traités, ou ont abandonné les médicaments. Effectivement, c'est très compliqué de se convaincre de prendre tous les jours un traitement chronique, surtout lorsqu'on a très peu de symptômes ou pas du tout de symptômes. Mais ça, c'est le travail du médecin, de tout faire pour convaincre son patient. On appelle ça, nous, l'éducation thérapeutique, mais ça veut dire transmettre l'information au patient, qu'il comprenne que la prise du traitement va générer chez lui plus de bénéfices que de maléfices. Il ne faut pas négliger les maléfices liés au traitement. Le fait de prendre un médicament tous les jours, on aurait tous envie de ne pas en avoir besoin. On se sentirait jeune de façon éternelle. Le fait d'avoir des effets secondaires avec les médicaments, ça peut arriver. On n'a pas envie de les avoir. C'est difficile parfois d'ajuster le traitement. Bien sûr, c'est difficile. De choisir les médicaments qui sont efficaces et parfaitement tolérés. Il arrive qu'on soit obligé de changer plusieurs fois de médicaments et ça décourage parfois les patients. Bien sûr. Après, l'objectif, c'est de normaliser les chiffres de pression artérielle. Il faudrait que tous les hypertendus traités soient en dessous de 14 pour le premier chiffre, de 9 pour le deuxième chiffre. Et aujourd'hui, on sait qu'il n'y a que la moitié des traités qui sont à cet objectif. Et encore une fois, on n'avance pas en France. Les patients sont obsédés par le premier chiffre. Ils ont un peu raison, c'est le plus important. Le plus souvent, c'est le premier chiffre qui est le plus étroitement associé au risque de complications de l'hypertension artérielle. Sauf chez les très jeunes hypertendus, mais c'est vraiment pas la majorité. Et puis, dernier point, vous parliez des avancées. Il y a un recul assez important sur les femmes jeunes. On a observé en France dans l'étude Esteban qui a été faite en 2015 par rapport à l'enquête nutrition santé qui avait été faite 10 ans avant, mais c'est à peu près le même protocole. Eh bien, les femmes jeunes sont moins souvent traitées en 2015 qu'en 2005. Et donc, je vous dis, malheureusement, les nouveautés dans l'hypertension artérielle, c'est ça. C'est une épidémiologie qui est plutôt en voie d'aggravation. Et là, je reviens sur l'introduction de Nicolas. Je pense que ça devrait être un sujet de préoccupation des pouvoirs publics, puisqu'on sait qu'au niveau international, le premier malfaiteur qui va expliquer la première cause de mortalité dans le monde, c'est l'hypertension artérielle. Alors c'est vrai, je dirais beaucoup plus dans les pays pauvres, là où les gens n'ont pas les moyens de traiter leur hypertension, mais c'est vrai aussi dans les pays développés, et notamment en France. Professeur Jacques Blacher, je vous remercie. On va continuer notre discussion dans la partie magazine et on a compris l'importance de la prévention, l'importance de l'observance et la nécessité de prendre soin de son cœur. Merci, docteur Serge Rafal. Merci, professeur Blacher. Juste avant la petite pause, est-ce qu'il y a, sur ces 17 millions de personnes, est-ce qu'il y a... hors médicamenteux, un moyen peut-être pour les hypertendus de se soigner avec une médecine naturelle, avec, je sais pas, une forme d'écologie, d'hygiène de vie. Est-ce que ça peut avoir une efficacité quelconque ? Alors ça a une double efficacité, puisque ça a une efficacité sur le traitement de l'hypertension, mais ça a aussi une efficacité sur la réduction du risque de devenir hypertendu. Donc si vous agissez sur votre poids, c'est-à-dire que vous essayez de ne pas prendre de poids dans votre vie. Si vous agissez sur votre activité physique, c'est-à-dire au moins 30 minutes d'activité physique, minimum tous les 2 jours, mais idéalement tous les jours. Si vous réussissez à faire le poids, l'activité physique... On va en reparler dans le mag, juste après, de l'activité physique. Si vous réussissez à manger peu de sel... Aujourd'hui, on dit qu'un hypertendu devrait manger 5 à 6 grammes de sel par jour. En France, on mange en moyenne... 12, 13, 14 ? Une douzaine de grammes 12. De sel par jour. C'est un peu différent chez les hommes et chez les femmes. On va dire en moyenne une douzaine de grammes. Si vous réussissez à avoir une alimentation qui est riche en fruits et en légumes, vous allez baisser votre niveau de pression artérielle. Et puis, dernier point, c'est l'alcool. Si vous réduisez la consommation d'alcool... eh bien, vous baissez vos chiffres de pression artérielle. Donc voilà, je vous ai donné 5 trucs. Que des bonnes nouvelles. Pour traiter sans médicaments. On fait une petite pause et puis on se retrouve juste après pour le magazine. À tout de suite. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.
Radio J, 15h-16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi avec un invité. Et je suis ravie d'être invitée à Radio J. Des chroniques et un coup de cœur à vous faire découvrir. Réécoutez cette émission à partir de 22h sur Radio J. Radio J. Chaque Encore plus loin, avec des analyses et des informations fiables, précises, objectives sur Israël, le Moyen-Orient, la lutte contre l'antisémitisme et l'actualité politique en France. Actualité juive, France, Israël, communauté, judaïsme, mémoire, société, culture. Abonnez-vous ou réabonnez-vous en formule papier ou digital sur le site actualitéjuive.com. Actualité juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Radio J. Radio J. שאת לא כאן אני יודע שאנחנו משתנים שהחיים קצרים נגמר לנו הזמן אולי תבואי אליי ותתני לי נשיקה על השפתיים השפתיים אני אוהב את זה שאת בזול אריה אני מזל מאזניים ובן אדם Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J. Radio J. Montez le son. Vous écoutez Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. De retour pour le magazine Réfoy, Dr Serge Rafal. J'ai une bonne nouvelle, j'ai fait hier soir un test d'effort physique, je suis allé au restaurant. C'est pas mal ça, déjà, ça commence bien, non? C'est les recommandations du professeur Blaché. Non, je suis allé au restaurant, je me suis bien nourri, voilà, et puis j'ai pris une badoie. Non, une badoie au pétillant, j'étais très bien. Non, il y avait une belle ambiance, c'était chouette. Vous le croyez? Non. Et vous avez raison. Je garde, professeur, un souvenir, c'est vrai, un peu du rail, d'un effort physique que j'avais fait une dizaine d'années. Est-ce que vous le conseillez, l'exercice de la bicyclette, ou est-ce qu'on peut faire un test d'effort physique, se surveiller sans... Je dis ça parce que c'était vraiment absolument éprouvant. J'en garde un souvenir qui m'a vraiment perturbé et j'hésite. Je vais compléter la question de Nicolas. Quand vous voyez 60 000 personnes qui font le marathon de Paris, c'est une épreuve d'effort grandeur nature, c'est risqué? Bien sûr que c'est risqué. Heureusement qu'il y a des véhicules de secours. Parce que si on ne se prépare pas bien au marathon, en dehors des problèmes orthopédiques, physiques, musculaires qu'on peut avoir, il peut y avoir indiscutablement des problèmes cardiaques qui peuvent être gravissimes. Donc oui, je pense que lorsqu'on a 60 000 personnes qui font un marathon, on va avoir des infarctus. Bien sûr, et des morts subites. Et donc il y en a sûrement qui sont pas bien préparés à cela. Là, vous parlez effectivement du running, hein, de l'activité effectivement de marathon. Alors, que penser des sports quand on s'y met à partir de 40, 50 ans, comme le tennis, un sport fractionné, le squash? Qu'est-ce qu'il faut faire avant de s'inscrire? Je connais des gens de plus de 50 ans qui s'y ont mis un peu sur le tard. Alors, moi, j'ai l'impression déjà que par rapport à l'activité physique, le système cardiaque et le système métabolique va avoir un intérêt tout particulier à l'activité physique. Donc, si vous faites de l'activité physique, vous allez avoir moins de risques de devenir hypertendu,
vous allez modifier votre bilan lipidique, donc les graisses seront meilleures dans votre organisme, et vous allez réduire votre risque d'être diabétique. Donc ça, c'est une évidence. Et je dirais que c'est quasiment, quelle que soit l'activité physique, quelle que soit l'intensité, professeur Blacher. Sous réserve qu'elle soit suffisamment fréquente. Mais après, si vous aimez la natation, très bien. Si vous aimez la bicyclette, très bien. Si vous aimez le tennis, très bien. De toute façon, on ne va réussir à s'imposer à faire que ce qui nous plaît. Et donc, faites ce qu'il vous plaît. Faites l'activité physique qui vous amuse, qui vous donne du plaisir. Et ça sera de toute façon bon pour votre système cardiovasculaire. Après, la question que vous posez est une question centrale sur, finalement, y a-t-il des maléfices à l'activité physique? Et là, la réponse est oui. Elle est oui dans deux cas extrêmement différents sur la partie cardiaque. C'est d'abord les patients qui ont une maladie cardiaque liée au vieillissement du système cardiaque et vasculaire. Donc c'est le risque d'infarctus principalement. Si vous avez des artères coronaires qui sont déjà atteintes par l'athérosclérose, eh bien une activité physique un peu exigeante sur le plan cardiaque peut vous générer une angine de poitrine, une ischémie du cœur et éventuellement un trouble du rythme ou un infarctus. Et donc ça, c'est chez les gens qui font de l'activité physique plutôt sur la deuxième partie de leur vie. Et puis on voit de temps en temps des jeunes qui vont faire des accidents, des morts subites sur les terrains de sport, alors qu'ils n'ont pas du tout l'âge d'avoir un infarctus. On parle de 1000 accidents par an à peu près, c'est ça? Alors je ne connais pas le chiffre exact, mais ce que je sais, c'est que ce sont des situations très différentes. Chez les jeunes qui font mort subite, donc un arrêt cardiaque sur un terrain de sport, souvent il y avait une malformation cardiaque qui était passée inaperçue. Et on peut naître avec une malformation cardiaque sans jamais s'en rendre compte jusqu'au jour où on fait un accident. Et puis, chez les patients plutôt après 40-50 ans, eh bien, la cause principale, c'est pas du tout la malformation cardiaque. C'est la maladie qui est cette athérosclérose, c'est-à-dire un dépôt de cholestérol, de calcium au niveau des artères. Donc, c'est pas un trouble du rythme, professeur Blacher? Alors, l'un génère l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, la mort subite, c'est dans l'immense majorité des cas un trouble du rythme. Mais le rythme cardiaque, il va générer une anomalie s'il y a un défaut d'oxygénation du muscle cardiaque. Et c'est cette ischémie, c'est à l'absence d'oxygénation suffisante au moment de l'effort, qui va générer ce qu'on appelle l'arythmogénicité, c'est-à-dire le trouble du rythme cardiaque. Et ce trouble du rythme, eh bien, il peut arrêter le cœur. On parle de fibrillation ventriculaire. Et donc là, le cœur ne fonctionne plus, n'assure plus sa fonction de pompe. Donc, avant 40-50 ans, c'est la malformation. Après 40-50 ans, c'est l'angine de poitrine et le risque d'infarctus. Donc oui, si vous êtes dans la deuxième partie de votre vie et que vous découvrez une âme de sportif que vous n'aviez pas découverte avant, eh bien à ce moment-là, oui, vous faites un examen cardiaque. Ouais. Vous allez voir un cardiologue qui vous fasse un électrocardiogramme, qui vous ausculte, et plus si affinité. C'est-à-dire que, éventuellement, en fonction de vos facteurs de risque, en fonction de vos symptômes éventuels, il ira jusqu'à réaliser différents examens, par exemple le coroscanner ou le score calcique dont parlait Serge Rafal tout à l'heure. Et quid de l'enfant de 13 ans? On est parents, on a un enfant de 13 ans. Est-ce que, avant que de le mettre... Il y a eu des images effectivement bouleversantes. Docteur Serge Rafal, vous en parliez il y a un instant. Il y a même eu cette image de ce joueur de football danois il y a 2 ans, je crois, au championnat d'Europe des Nations, ou à la Coupe du Monde, voilà, qui est revenu. Alors ça, c'est un ancien sportif, un ancien athlète qui est revenu à la compétition. Si on a un enfant, voilà, 13 ans, qu'on a envie d'inscrire au football, qu'on a envie d'inscrire au tennis, est-ce que... Quel bilan cardiologique, professeur Blacher, dans ces cas-là? Alors, aujourd'hui, la réglementation en France, c'est un médecin qui signe un certificat d'aptitude à la réalisation de l'activité physique. Et moi, je peux le signer, mais je n'ai pas d'électrocardiogramme. Voilà. Il y a des pays où l'électrocardiogramme est obligatoire. Par exemple, en Italie, l'électrocardiogramme est obligatoire une fois dans la vie du sportif. Après, si on a un électrocardiogramme à 13 ans, ça ne sert à rien d'en faire un à 15 ans, d'en faire un à 18 ans. L'électro, il est là pour dépister une
cardiopathie congénitale, c'est-à-dire une malformation cardiaque. Si mon électrocardiogramme est normal à 13 ans, c'est bien. Après, je peux avoir un médecin généraliste qui va me signer tous les ans mon autorisation, mon aptitude. Mais avoir une fois un électrocardiogramme, je pense que c'est grâce à cela qu'il y a moins de morts subites sur les terrains de sport en Italie qu'en France. Bon, on continuera la discussion. Il nous reste encore plein de questions à vous poser, mais on passe en transition à Rodrigue Atu du Cœur, le professeur de l'info Eva Soto. Réfoua. Eva Soto. Ouais, ça bat bien, ça bat normalement. Qu'est-ce que c'est que ça, Eva ? Alors ça, c'est le cœur. Un organe musculaire situé dans la cage thoracique derrière le sternum et décalé légèrement sur la gauche chez la plupart des individus. La plupart. Chez la plupart. Pas Souvenez-vous, VGE disant à François Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur. Donc, ça dépend un peu. En tout cas, la taille du cœur, elle est d'environ 1,5 fois la taille du poing de la personne. Une paroi épaisse divise le cœur en deux parties, gauche et droite, comme quoi on y revient à VGE et Mitterrand. Et le cœur, eh bien, ça agit comme une pompe. C'est lui qui distribue le sang à l'ensemble du corps. Chez ceux qui souffrent d'insuffisance cardiaque, il ne pompe pas assez. Il y a même eu une série comme ça, les Shadok, qui pompaient. Une insuffisance cardiaque, ça peut provoquer donc d'importants problèmes de santé. Et vous vous souvenez de ce footballeur qui mettait la main sur le cœur à droite, on s'en souvient. Oui, on s'en souvient. Mais surtout, pendant longtemps, il y a eu une disparité entre hommes et femmes en la matière. Oui, parce que les hommes, on me la fait pas, moi, je sais comment ça fonctionne. Ça fonctionne comme moi, oui, parce que j'ai un long passé, présent et futur, j'espère, d'hypocondriaque. Vous êtes agrégé, je crois. Ouais, c'est mon côté mâle, un mâle des mots. Moi aussi, je suis comme un homme et quand j'ai un rhume, je pense que je suis en préphase de Covid long, quand j'ai la paupière qui tremble. Vous savez, quand elle fait blop, 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 que je souffre d'une maladie neurologique grave car mes muscles ne répondent plus. Bref, je sais. Et puis les peines de cœur, je sais aussi à chaque fois. J'ai cru que j'allais mourir et en fait, je suis pas morte. Ça rend pas plus fort non plus, même ça fragilise. Le dernier m'a terrassé. Bref, puisqu'on est en train de parler de cœur et de femmes, je vois pas pourquoi je vous épargnerais les tracas du mien de petit cœur. Non, mais de toute façon, vous êtes célibataire maintenant, je crois, Eva. C'est à cause des peines de cœur qu'il y a disparité entre les hommes et les femmes ? Non mais ça va lui, Les femmes aussi, elles brisent des cœurs. D'ailleurs, moi-même, je vais pas faire la liste, on n'a pas toute l'après-midi non plus. Alors non, Nicolas, le sujet n'est pas qui brise le plus de cœurs, mais qui se plaint le plus. Rapport à l'hypocondrie. Tout à l'heure, là, vous vous souvenez, quand j'en ai parlé. Parce que, en fait, c'est parce qu'on se plaignait moins. Et je suis féministe, moi, monsieur Rafale. Donc, moi, je me plains pareil qu'un homme. Je fais pareil qu'un homme. Mais les femmes, en général, elles se plaignent moins. Alors, ça peut être une bonne chose, parce que c'est vrai que quand on est en couple, c'est toujours sympa, quelqu'un qui se plaint moins. Mais, du coup, on sait aussi que chez les femmes, le fait de moins se plaindre, ça permet moins de dépister, alors que chez les femmes aussi, le cœur, ça tue. C'est même leur première cause de mortalité dans le monde. Ah, donc c'est corrigé alors, non ? Non, parce que nous, les femmes, figurez-vous qu'on encaisse. Pas que pour le shopping, on encaisse vraiment. On appelle le SAMU en moyenne 15 minutes plus tard que les hommes. Et ça s'explique aussi facilement parce qu'on a même intégré cette donnée, complètement intégrée. Oui, nous, les hystériques, parce que l'hystérie, c'est bien connu, c'est typiquement féminin, on nous prescrit plus volontiers des tranquillisants. Les hommes, eux, ils arrivent, on les prend direct au sérieux et hop, bobo au cœur, direct au service cardio. Bon, il y a quand même quelque chose de positif. Les hommes, beaucoup moins dans la prévention que les dames consultent moins. À part les tranquillisants, oui, ceux qu'on nous prescrit, on prend des médicaments et on déclare moins d'effets indésirables. Mais dans les essais cliniques, les doses sont souvent les mêmes pour les deux sexes. Alors que moi, je suis vraiment toute fine, toute menue. J'ai pas du tout de gras et je suis une petite chose, donc je peux pas prendre les mêmes quantités qu'un homme. Alors le problème, c'est que ça, ça peut
peut faire des concentrations sanguines supérieures et évidemment inciter à surestimer certains effets secondaires. Enfin, quand on dit qu'on n'est plus douillette que les hommes, on est surtout davantage touché par des pathologies douloureuses. Donc on n'est pas plus douillette, ok ? Non, ok, très bien. On et fait puis ce que de vous toute dites. façon, Nicolas, quand vous marcherez sur des talons de neuf toute la journée, on en reparlera de qui Dans est le certaines plus soirées douillet. uniquement. Ouais. Les femmes appellent le professeur Blaché les 15 minutes plus tard que les hommes ? Oui, il y a effectivement cette information qui est que les femmes sont plus dures au mal que les hommes. Effectivement, ce n'est pas que Eva. Elle est une très bonne représentante de son sexe. Mais il y a une autre chose qui est assez déprimante, qui est que dans un couple, eh bien, c'est souvent la femme qui appelle pour son mari lorsqu'il y a une douleur thoracique. C'est jamais le mari qui appelle pour sa femme. Ah ouais. Donc, est-ce qu'on a vraiment un Et intérêt... en régie, Serge opine du chef. Est-ce qu'on a un intérêt à se mettre en couple quand on est une femme ? Non. Non, pas sûr. Pas sur ce plan-là, en tout cas. Non, pas sur celui-là. Des chiffres terribles d'ailleurs, parce que je crois que l'infarctus du myocarde tue plus que le cancer du sein. Bien sûr, la première cause de mortalité chez les femmes, ce n'est pas le cancer, ce sont les maladies cardiovasculaires. Alors que chez les hommes, la première cause de mortalité, c'est le cancer avant les maladies cardiovasculaires. Donc on a effectivement la fausse impression que les femmes sont protégées des maladies cardiovasculaires par rapport aux hommes, alors que la réalité est tout autre. Donc Eva, vous êtes une petite chose et il faut faire attention à vous. Exactement. Non, Mais une petite chose qui crie fort, mais une petite chose quand même. Ne lui dites pas ça, elle va repartir le cœur vaillant de sortir Le de ce cœur studio léger. en pleine forme. Non, c'est pas possible. Ça. Non, c'est pas possible. Merci Eva. Sans transition, on passe à la séquence suivante. On va parler avec le docteur Vladimir Mitz de cardiomyoplastie. Radio J. Merci Eva. Bonjour cher Vladimir. Bonjour chers collègues, chers amis. Cardiomyoplastie, une opération que vous aviez inventée et que Juan Carlos Chasquez, je le prononce bien, a mise au point. Qu'est-ce que c'est que la cardiomyoplastie ? Pour les médecins et les chirurgiens de notre génération, il n'y avait de noblesse que le cerveau et le cœur. Au-delà ou en dessous, rien n'était noble. Et donc nous, chirurgiens plasticiens, on était là pour réparer, comme un ouvrier sur les chantiers, tout ce qui était cassé, brisé, là où il manquait des morceaux. Et pour ce faire, parfois on a besoin de prendre sur le corps des tissus vivants, mais assez grands. Et une des possibilités qui était connue depuis le début 1900, ça a été d'utiliser un muscle qui s'appelle le muscle grand dorsal. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est le muscle des grimpeurs. C'est un muscle qu'on a dans le dos. C'est peut-être un muscle qui nous aidait quand on était des oiseaux et qu'on pouvait voler. Mais là, maintenant, c'est un muscle qui est très épais, très bien vascularisé, et qui, à nous servait pour réparer les femmes qui avaient eu un cancer du sein et on enlevait une grande partie du thorax. Il fallait reconstituer avec quelque chose d'énorme, très large. Et donc, nous avions cette habitude, et à l'hôpital où j'étais, j'avais en plus fondé un laboratoire de microchirurgie. C'est une chirurgie qui se fait au 10e de millimètre. Et j'ai vu arriver un chirurgien magnifique, très bel homme, Juan Carlos Chasquez, qui avait été torturé en Argentine, et qui est arrivé en France pour trouver un emploi. Et donc, il est venu pour apprendre la microchirurgie, et au bout de quelques jours, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, mais pourquoi on n'utiliserait pas ce muscle comme une assistance interne pour venir masser le cœur, en quelque sorte, pour réparer le cœur quand il était justement en insuffisance cardiaque, lorsqu'on ne pouvait plus faire autrement. Et cette idée qui paraissait complètement farfelue, eh bien on l'a mis en route, on l'a expérimenté sur des chiens, et la difficulté principale que nous avions eue à l'époque, c'était comment rendre un muscle du corps infatigable. Parce que le cœur, il se fatigue jamais, sauf au moment où on trépasse. Mais comment prendre un muscle pour le rendre infatigable ? Eh bien, il y avait une solution, car le nerf du grand dorsal, c'est un nerf qui comportait 3 brins. Et donc, il suffisait d'inventer un système où on stimulait alternativement un brin, puis le deuxième, puis le troisième. Comme ça, une seule partie du muscle se contractait, et on avait une pompe cardiaque intérieure qui venait de vous-même
pour vous-même qui pouvait vous aider à survivre. Et la première mondiale de cette opération qui a été imaginée en 1985 a été faite par le professeur Carpentier. Et ça a donné lieu actuellement à peu près il y a plus de 20 000 patients qui ont été opérés. C'est une opération maintenant qui est un peu en désuétude. Elle ne sert que quand il faut vraiment remplacer une paroi du cœur et qu'on ne peut pas faire autrement. Mais maintenant, les greffes cardiaques et puis aussi les implants cardiaques qui sont autonomes, comme le cœur Carmat du professeur Carpentier, sont venus prendre la relève. Mais c'était une très belle aventure et je voulais en profiter pour vous expliquer comment le chirurgien plasticien peut avoir par des idées farfelues participer au progrès de la science et surtout à sauver des vies. Un petit mot, effectivement, les progrès de la science mondiale. Un petit mot sur le sein, pour réparer le sein après un cancer avec ce muscle, c'est également possible ? Alors voilà, c'est une aussi des grandes possibilités pour nous, quand nous manquons d'étoffe, au lieu de faire des greffes qui sont très fines et qui collent, c'est de remplacer des parties du corps avec le muscle grand dorsal, et cela nous permet, en le prenant dans le dos et en le pédiculant, faisant en sorte de faire le moins de cicatrices possible, de l'amener au devant du thorax, et à ce moment-là, on peut même ensuite mettre une prothèse mammaire en même temps pour redonner et refaire complètement un sein qui a été détruit à la suite d'une opération dévastatrice ou après de la radiothérapie. L'intérêt, c'est comme le muscle est vascularisé, il apporte sa propre énergie avec lui et il renforce les tissus locaux qui ont été abîmés. Et puis, on se sert aussi de ce muscle grand dorsal pour réparer les grands blessés. Pendant les guerres, par exemple, quelqu'un qui a pris une balle qui a détruit un os de la cuisse, beaucoup de muscles, eh bien, normalement, on devrait l'amputer. Eh bien, maintenant, avec les progrès de techniques chirurgicales... C'est de la chirurgie de guerre, quoi. Oui, tout à fait. On arrive maintenant à réparer l'os, et puis, comme on a besoin de couvrir, on va prendre ce muscle grand dorsal, ou d'autres parties, mais surtout le grand dorsal, avec ses vaisseaux, et on va le transposer là où ça manque, pour conserver le membre et le sauver ainsi. Mais cela n'est pas toujours possible en urgence. Vous imaginez bien qu'en état de guerre, on ne peut pas à 200 mètres du front faire ce type d'opération. L'urgence est de sauver le blessé, de le stabiliser, de l'évacuer dans un centre où ce sauvetage pourra être fait. Professeur Blacher, une réaction là-dessus? C'est l'élasticité du grand dorsal qui est la plus importante dans ce... C'est le fait qu'il puisse se contracter et on le dispose comme deux mains autour du cœur pour faire un véritable massage cardiaque synchronisé avec les battements du cœur. Professeur, alors en fait, qu'est-ce que ça vous inspire? Cette histoire me rajeunit terriblement puisque lorsque j'étais chef de clinique à l'hôpital Broussais, il y avait dans le service d'à côté le service de chirurgie cardiaque qui était dirigé par Alain Carpentier. Et parmi les différents chirurgiens cardiaques, il y avait ce Juan Carlos Chasquez, que certains assez méchamment appelaient le professeur Popiette, puisqu'il n'intervenait que sur les cardiomyoplasties. Et c'est vrai qu'on peut imaginer comme ça une paupiette, vous savez, donc cette spécialité culinaire qui est enveloppée. Et donc là, l'idée, c'était d'envelopper le cœur avec le grand dorsal qui allait aider à la contraction. Donc toutes les secondes, le grand dorsal se contractait en même temps que le cœur pour améliorer la vidange du cœur chez les patients qui avaient une insuffisance cardiaque qui était réfractaire au traitement. Et donc l'idée, le concept initial, voilà, c'est un concept assez génial. Après, c'est vrai que finalement les effets escomptés n'ont pas vraiment été suivis d'effets. Et puis, comme vous l'avez très bien expliqué, les autres stratégies thérapeutiques ont pris le dessus. Alors vous avez parlé de la greffe cardiaque. C'est vrai que la greffe, c'est le dernier recours lorsqu'il n'y a plus d'alternative. Mais il ne faut pas oublier les traitements médicamenteux de l'insuffisance cardiaque qui a incroyablement prolongé la vie des patients avec insuffisance cardiaque. Donc je dirais que c'est en premier les médicaments développés qui ont signé le glas de la cardiomyoplastie, et puis ensuite, bien sûr, la greffe cardiaque. Alors pour le cœur artificiel Carmat, je ne sais pas encore si c'est l'avenir. J'arrive pas à me faire une idée. Il y a des jours où j'y crois beaucoup, et puis d'autres jours où je me dis que la nature est tellement extraordinaire qu'elle ne sera pas copiable. Dans ce pays de viande qu'est l'Argentine, je trouve que s'appeler le docteur Popiette, moi je trouve que c'est plutôt un compliment. Voilà. Sans transition, on passe à notre dernière séquence, la vie derrière soi. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Et
Et dans cette vie derrière soi, on parle d'un des plus drôles auteurs disparus un 20 juin, date de notre émission de ce soir, en l'occurrence le 20 juin 1995. Émile Cioran, philosophe et écrivain roumain. Vous allez voir, vous êtes un peu sceptique, mais vous allez voir qu'il était extrêmement drôle. Né le 8 avril 1911 en Autriche-Hongrie, dans une partie à présent roumaine, et mort dans le 13e arrondissement parisien. Pas instinctivement, certes, perçu comme drôle, car appartenant à plusieurs mouvements, tels que le pessimisme, le scepticisme, le cynisme ou encore le nihilisme, influencé par Diogène de Sinope, le cynique, qui avait dit à Alexandre le Grand, ôte-toi de mon soleil, mais également par Kant, par Schopenhauer, par Dostoïevski, par Baudelaire, par Nietzsche, bref, une cohorte d'un joyeux drill, et avec des titres aussi de livres qui laissent songeur quant à la résolution d'un monde par la joie. L'inconvénient d'être né, la tentation d'exister, syllogisme de l'amertume, sur les cimes du désespoir, écartèlement, vacillation, tout un programme avec lequel on se dit que le propre de l'homme, celui-ci en particulier, n'est pas immédiatement de se gausser ou de figurer dans le catalogue de Mariti et Gilbert Carpentier. Détrompez-vous, Cioran ou l'art de faire de nos désespérances une petite fenêtre ouverte sur la joie. C'est un iconoclaste. Engagé comme professeur de philosophie en Roumanie, il obtient 100% d'échecs pour ses étudiants, ce dont il est, paraît-il, assez fier. Inscrit en thèse de doctorat dans le seul but d'obtenir une bourse pour s'installer à Paris, il passe le plus clair de son temps à parcourir la France à bicyclette. Cioran refusa tous les prix littéraires sauf un pour lesquels il dira « Je n'avais même plus de quoi manger et payer le loyer, sans ce prix je serais devenu un vagabond. Or, mendier est un métier dont j'ignore les ficelles. » D'un autre siècle, d'une autre époque, il ira jusqu'à défendre son ami Gabriel Matzneff. Quand Vanessa Springora, âgée de 14 ans, ira le voir, il lui dit « Vous l'aimez, vous devez accepter sa personnalité, Gabriel ne changera pas, c'est un immense honneur qu'il vous a fait en vous choisissant. » Errement de jugement comme lorsqu'il prit ses distances avec la fureur nazie en se réfugiant dans l'étude du bouddhisme. Pour Cioran, il faut sentir les vicissitudes de l'existence humaine dans la solitude, le dénuement matériel et ce retrait des divertissements modernes. Un plongeon dans l'ascétisme pur. Souffrant de gastrite, Cioran suivait un régime alimentaire strict, légumes cuits vapeur et céréales complètes. Simone Bouet, sa compagne, allait à la vie claire. Il aimait le bricolage, le jardinage. Cioran ne s'apitoie nullement sur l'aspect qu'il juge sordide de sa vie. Toujours pauvre, demeuré résolument pauvre toute sa vie, il vit de chambre de bonne en chambre de bonne, exclu même d'un restaurant universitaire vers l'âge de 40 ans. Bénéficiant de l'aide matérielle de rares amis, il se promène au jardin du Luxembourg. Il écrit un bijou de drôlerie, de lucidité. On ne peut vivre qu'à Paris, bible de tous les aphoristes crépusculaires, dont Beckett dira « Dans vos ruines, je me sens à l'abri ». Je cite Cioran dans ce bijou qu'est « On ne peut vivre qu'à Paris ». La mort est la seule réussite à la portée de tout un chacun. Ou encore, on n'est vrai que dans la mesure où l'on n'est affligé d'aucun talent. Ceux qui ignorent les digestions difficiles ne connaîtront jamais les accès de mélancolie et leur charme destructeur. Il fut un temps où, me croyant l'être le plus normal qui fût, jamais je pris peur et passais tout un hiver à lire des bouquins de psychiatrie. Cioran endocrinologue, Cioran psychiatre, Cioran nihiliste réjouissant et médecin de l'âme. Professeur Blaché, c'est ainsi que se termine notre émission Réfois. Cioran, l'aphoriste, c'est quelqu'un qui a pu vous inspirer de par son nihilisme, son ascétisme en tout cas. Est-ce qu'il faut être un ascète un peu pour se soigner soi-même ? Je suis pas sûr que j'aurais eu très envie de partir en vacances avec votre ami. Non, il faut savoir profiter des bonnes choses de la vie. Mais avec mesure, bien entendu. Donc, comme lui, une forme de bouddhisme un peu ascétique. On s'y retrouve toujours, on s'y rejoint toujours. En tout cas, merci d'avoir été avec nous pour cette émission de Réfois. C'était un plaisir de vous recevoir. On va prendre soin de notre cœur.
On va continuer sur cette belle attitude de l'âme et de l'esprit. Merci docteur Serge Rafal. Merci Nicolas. À la régie, c'était Serge. Il n'y a que des Serges aujourd'hui. Merci au docteur Serge Vladimir Mitz et à Eva Soto. Et on se retrouve la semaine prochaine pour notre autre thème. Merci professeur Blaché. À très bientôt.